Bonsoir à toutes et tous et bienvenue à cette conférence à propos de la désertification, un processus qui touche aujourd'hui tous les continents à l'exception de l'Antarctique. Je m'appelle donc Maël Crépy, je suis chercheur au CNRS, à la Maison de l'Orient et de la Méditerranée, au sein du laboratoire ISOMA. Je suis également directeur de la mission archéologique française du désert oriental d'Égypte et co-directeur du programme de recherche Nomades et nomadisme au Sahara oriental de l'Institut français d'archéologie orientale du Caire. Géographe de formation, je me suis spécialisé en géomorphologie, une discipline qui étudie les reliefs terrestres, des grands ensembles comme les montagnes, jusqu'à l'évolution des grains de sable et les déplacements de poussière. Je développe des recherches portant sur la géoarchéologie, c'est-à-dire un mélange de géographie, de géologie et d'archéologie, que j'applique à des régions désertiques, en particulier au Sahara oriental. J'analyse les interactions entre les sociétés humaines et leur milieu. Les sociétés humaines et leur milieu durant les 7000 dernières années, qu'il s'agisse de cas où l'environnement a influencé les activités humaines, ou à l'inverse, de situations dans lesquelles l'action humaine a transformé des régions désertiques. Depuis 2010, j'ai ainsi pu participer à des missions de terrain, souvent archéologiques, dans des déserts ou sur leurs marges, en Arabie Saoudite, en Égypte, aux Émirats Arabes Unis, en Tunisie, en Ouzbékistan et en Jordanie. En raison de la grande étendue chronologique de l'objet de mes recherches, la vision que je vais vous proposer ce soir de la désertification sera probablement un peu différente de celle généralement exposée dans la presse ou dans les rapports de l'ONU par exemple. Celles-ci prennent généralement en compte uniquement l'évolution depuis le XIXe siècle et considèrent parfois la désertification comme un phénomène très récent, alors que je tiendrai compte d'une période de 7000 ans, de la fin de la période parfois dite du Sahara vert ou période humide africaine jusqu'à nos jours. Mais avant de commencer cette conférence, je veux d'abord remercier chaleureusement les équipes du Muséum national d'histoire naturelle pour leur invitation à être ici avec vous ce soir et pour les 3 années de collaboration qui ont donné naissance à l'exposition Désert que je vous invite à visiter si vous ne l'avez pas déjà fait. Et merci évidemment à toutes et tous pour votre présence ce soir. Afin de vous permettre de comprendre les processus de désertification et l'ensemble des enjeux passés, présents et futurs, je commencerai cette conférence par des définitions. D'abord de ce que sont les déserts et des facteurs à l'origine de leur formation et de leur maintien, puis de 2 processus qu'il est essentiel de distinguer et qui sont trop souvent confondus, l'aridification d'une part, la désertification d'autre part. Je vous parlerai ensuite, à partir de l'exemple du Sahara, qui est celui que je connais le mieux, de l'évolution des déserts au Quaternaire, la période géologique qui s'étend d'il y a 2,58 millions d'années jusqu'à nos jours, et qui englobe 2 époques, le Pléistocène et l'Holocène, en prenant en compte à la fois les évolutions naturelles et le rôle des activités humaines. Enfin, je proposerai un état des lieux de la désertification et des facteurs qui l'amplifient dans le monde, accompagné de la présentation et d'une tentative de bilan de diverses initiatives de lutte contre la désertification. Alors évidemment, dans cette partie-là, je ne pourrai pas être exhaustif, car vous allez le voir, la désertification est vraiment partout. Les initiatives et les techniques de lutte sont très diverses et je ne pourrai pas rendre compte de l'ensemble, évidemment. La conférence ne peut pas durer 2 semaines. Avant de passer au cœur de mon propos, je tiens à rendre hommage à Théodore Monod, figure emblématique du MNHN et chercheur dont la contribution à l'étude des déserts, en particulier du Sahara, a été immense au XXe siècle. J'ai voulu partager avec vous, à l'occasion de cette conférence, une citation que nous lui devons, issue de son ouvrage « Méharé, exploration au vrai Sahara », publié en 1937. Ne pas dire « Au Sahara, il y a des arbres partout », ne pas dire non plus « Il n'y en a nulle part », du danger des généralisations imprudentes. Si cet appel à la prudence portait sur la végétation au Sahara, il me semble que son principe peut et doit s'appliquer en toute situation dans laquelle nous décrivons ou analysons le monde qui nous entoure. Les systèmes socio-environnementaux ou socio-écosystèmes, c'est-à-dire les écosystèmes résultant à la fois de paramètres naturels et de facteurs humains actuellement presque omniprésents sur notre planète, sont en effet particulièrement complexes et variés. Les généralisations nous empêchent parfois d'en comprendre pleinement le fonctionnement et d'intervenir justement et efficacement dans la lutte contre la désertification, par exemple. L'esprit de nuance et l'observation des conditions sociales et environnementales propres à chaque espace et à chaque période sont en effet essentiels pour documenter convenablement la désertification et conceptualiser correctement les moyens de la limiter ou de la réduire.
Mais commençons donc par définir ce que sont les déserts, qui occupent environ un tiers des surfaces émergées de notre planète. Ils peuvent être chauds, tempérés ou froids, et on en trouve sur tous les continents et à presque toutes les latitudes. Ils constituent des espaces a priori peu propices à la vie végétale ou animale et aux activités humaines, et ils sont ainsi parmi les secteurs les moins densément peuplés du monde. Ils revêtent pourtant un caractère stratégique, en raison des larges étendues qu'ils recouvrent, des ressources naturelles qu'ils renferment, et des routes essentielles au commerce qui les parcourent. Ils ont donc été occupés ou au moins traversés sans cesse depuis des milliers d'années au moins. Et il s'agit également de nos jours d'extraordinaires laboratoires à ciel ouvert et d'extraordinaires terrains de recherche scientifique. Malgré tout, ils sont souvent méconnus et leurs réalités sont souvent déformées par des idées reçues. On pense spontanément à des champs de dunes à perte de vue, parcourus par des chameaux en chemin vers les bouquets de palmiers des oasis, alors même que, par exemple, au Sahara, les étendues de sable que l'on appelle ergs recouvrent moins de 20% de la surface. Il n'est pas simple de définir un désert tant les situations sont variées. D'après le dictionnaire de l'Académie française, désert a d'abord été employé à partir du XIe siècle, comme adjectif signifiant inculte ou abandonné, par emprunt au latin desertus, soit désert, inculte, sauvage, abandonné. Puis il a été employé à partir du XIIe siècle sous sa forme nominale pour désigner une vaste région aride, inculte et peu ou nullement habitée. On l'emploie aujourd'hui également pour parler de régions peu habitées ou de manière métaphorique, par exemple pour les déserts médicaux, mais le mot désert au sens strict ne recouvre pas ces acceptions. En réalité, désert ne concerne pas l'ensemble des espaces peu densément occupés, mais seulement certains d'entre eux, qui partagent entre eux certains paramètres biophysiques. Le plus important d'entre eux, et le principal dénominateur commun des déserts, c'est l'aridité, que le désert soit chaud, froid ou tempéré. Un désert, pour produire une définition courte, est un espace suffisamment soumis à l'aridité pour que celle-ci induise la formation d'écosystèmes et de paysages spécifiques marqués par la rareté de la végétation et de la vie animale ou humaine, par la minceur, la pauvreté, l'absence ou l'inaccessibilité des sols, et par l'intensité de l'érosion. En effet, en milieu désertique, la transformation, la dégradation et le déplacement des éléments minéraux et des roches sont particulièrement marqués en raison de la prégnance de vents puissants, de la survenue de rares pluies sous forme d'orages, mais aussi des températures extrêmes qui peuvent briser les roches ou induire des processus chimiques tels que la formation de sel ou de gypse en raison de l'importance de l'évaporation. Au sens strict, les déserts se caractérisent donc par une rareté intrinsèque de l'eau liquide en surface, c'est-à-dire des cours et des étendues d'eau, liées à des précipitations insuffisantes pour contrebalancer l'évaporation et l'évapotranspiration potentielles. En revanche, ils ne sont presque jamais dénués d'eau. On peut la trouver en surface sous sa forme solide, neige et glace dans le cas des déserts polaires, ou en sous-sol dans le cas des autres déserts. Dans ce second cas, on parle souvent de ressources en eau fossiles qui sont héritées de périodes anciennes durant lesquelles les pluies étaient plus fréquentes. Ils se situent généralement trop en profondeur pour pouvoir bénéficier directement à la végétation et à la faune, sans intervention humaine, mais permettent toutefois la mise en culture ou en eau de très larges espaces lorsqu'elles sont exploitées par des forages ou des puits. Alors, qu'est-ce que l'aridité ? L'aridité, c'est un critère climatique. Il s'agit d'un déficit chronique d'eau sous forme liquide, du fait soit de la rareté des précipitations, soit des températures extrêmes, ou le plus souvent à une combinaison de ces deux facteurs. En cas de température très froide, les précipitations ont lieu uniquement sous forme solide, alors qu'en cas de température très chaude, l'évapotranspiration, c'est-à-dire l'addition de l'évaporation et de la transpiration des plantes, peut annuler totalement l'effet des précipitations. On distingue donc différentes zones en fonction d'un gradient d'aridité, à partir d'un rapport entre les précipitations et les températures. Du plus sec au moins sec, on distingue les régions hyperarides, arides et semi-arides. Mais attention, comme toute catégorie, elles ont un caractère arbitraire et autour des valeurs limites, la distinction est toujours délicate et finalement, un désert hyperaride, le moins aride possible de cette catégorie, sera beaucoup plus proche d'un désert aride, le plus aride de cette catégorie, que d'un désert hyperaride, le plus aride. Dans les régions hyperarides, en tout cas, la végétation est généralement très rare et diffuse, sauf là où des nappes souterraines affleurent, où elle peut être luxuriante. C'est de là que viennent les oasis. L'agriculture pluviale, c'est-à-dire sans recours à l'irrigation, est quasiment impossible,
mais des exceptions se produisent parfois dans le fond de dépression où l'eau se concentre naturellement lorsqu'il pleut. Le pâturage y est rare, à l'occasion là aussi de précipitations exceptionnelles. En zone aride, la végétation est plus répandue, mais demeure généralement clairsemée en dehors d'emplacements spécifiques, de nouveau où les eaux affleurent, ou dans lesquels l'eau se stocke et se maintient plus longtemps après les pluies. L'agriculture pluviale y est rare et intervient généralement sous la forme de culture dite culture loterie. On sème des céréales après une pluie, en espérant qu'une seconde pluie surviendra au bon moment pour permettre la fructification et la récolte. L'élevage extensif y est beaucoup plus fréquent qu'en zone hyperaride, surtout dans des régions où la saisonnalité des pluies est affirmée et permet un pastoralisme nomade ou les transhumances. En région semi-aride, enfin, la végétation est encore plus développée et on y observe des couverts plus continus. On peut alors parler de steppes, de brousses, de savanes, arborées ou non, y compris lorsqu'il n'y a pas d'eau dans le sous-sol. Ces secteurs sont néanmoins soumis à une grande variabilité interannuelle et la succession d'années sèches peut mener à une réduction drastique du couvert végétal, alors que des années plus humides mèneront à un développement fort de la végétation. L'agriculture pluviale y est possible en dehors des années de sécheresse et l'élevage extensif y est largement répandu. Ce sont souvent dans ces régions en fait, que la désertification peut être la plus spectaculaire. Dernier type de désert, les déserts froids, qui échappent un peu à la notion de gradient d'aridité, puisque l'évaporation y est plus réduite, mais l'eau y est très présente, mais surtout sous forme solide. La végétation y est très réduite, à la fois en raison du couvert de neige ou de glace qui recouvre le sol dans la plupart des lieux, et parce que le sol est gelé la majeure partie de l'année. Au-delà de ce gradient d'aridité, qui ne permet pas de rendre compte de la variété des déserts, dont la plupart regroupent en fait à la fois des zones hyperarides, arides et semi-arides, on distingue donc souvent les déserts en fonction de facteurs qui sont à l'origine de leur formation et de leur maintien. On en identifie généralement 5 types, sur lesquels je vais revenir juste après. Et cependant, de nombreux déserts en fait, cumulent plusieurs origines, et la plupart d'entre eux répondent aux critères de différentes catégories. Une petite précision ici, les photographies que vous allez voir sont là à titre d'illustration, et j'ai essayé de donner une idée de la variété des paysages désertiques, mais elles ne représentent pas l'ensemble des paysages, ni même la majorité des paysages pour les différents types de déserts mentionnés. Les déserts polaires, qui seront mentionnés pour une dernière fois dans cette conférence avant de quitter le propos, sont dus aux très basses températures qui rendent rares les précipitations, qui ont presque toujours lieu sous forme solide. Ils se trouvent aux très hautes latitudes, tant au sud en l'Antarctique qu'au nord dans l'Arctique, dans des secteurs recouverts de glace et de neige, et doivent leur existence à l'incidence des rayons solaires et à la circulation atmosphérique générale qui concentre l'air froid dans ces secteurs. Les déserts zonaux ou subtropicaux se trouvent dans la zone intertropicale. Leur distribution s'explique également par la circulation atmosphérique générale qui génère une ceinture quasi permanente d'anticyclones s'opposant aux précipitations, entre 25 et 35 degrés de latitude principalement, au nord comme au sud. Ils sont caractérisés par des températures diurnes pouvant être très élevées. Troisième type de désert, les déserts continentaux, qui résultent de l'assèchement progressif de l'air en fonction de l'éloignement de la mer et des océans. Plus l'air s'éloigne d'une masse d'eau, et plus il est sec, et plus les intervalles de température annuelle augmentent, avec des étés plus chauds et des hivers plus froids. Les déserts côtiers se forment quant à eux en raison de la présence de courants océaniques froids, qui empêchent l'air de monter en altitude. Il ne se refroidit donc pas assez pour que l'eau qu'il contient sous forme gazeuse se condense suffisamment pour générer de la pluie. En revanche, les brouillards sont fréquents. Enfin, dernier type de désert, les déserts d'abri, qui se forment à proximité d'obstacles montagneux, abritant une région des masses d'air humide. En montant, l'air se refroidit, l'eau présente sous forme gazeuse se condense autour des poussières présentes dans l'atmosphère, et il en résulte des pluies sur les reliefs. De l'autre côté de l'obstacle, l'air asséché se réchauffe fortement en redescendant le long des versants, donnant lieu à un effet de föhn, c'est-à-dire à un vent chaud et sec, à l'origine de la formation des déserts d'abri. Alors maintenant que ces définitions des déserts en eux-mêmes sont posées, il est nécessaire de conclure cette partie de définition en distinguant des concepts très souvent confondus, y compris dans des travaux scientifiques. L'aridification d'une part, la désertification d'autre part. L'aridification correspond en effet à une transformation du climat qui le rend plus aride, c'est-à-dire généralement plus chaud et ou plus sec, modifiant ainsi le rapport entre les précipitations et l'évaporation ou l'évapotranspiration potentielle. La désertification est un processus de dégradation des sols, souvent en rapport avec une réduction de la végétation qui mène à l'extension des déserts ou à l'apparition des déserts.
Les sols ainsi dégradés, parfois en quelques années seulement, peuvent avoir pris des millénaires pour se former. Leur perte est donc difficilement réversible. En somme, l'aridification, c'est quand le climat devient plus aride. La désertification, c'est quand l'écosystème et les paysages deviennent plus déserts, mais surtout quand les processus d'érosion par l'eau et le vent propres au milieu sec se renforcent ou s'étendent à de nouvelles régions. L'aridification peut donner lieu à une désertification, mais elle n'est pas le seul facteur de réduction des ressources en eau. Elle n'est pas le seul facteur, et la réduction des ressources en eau du sous-sol ou les activités humaines peuvent également générer des processus de désertification, même sans aridification. La désertification peut également contribuer à l'aridification en raison de changements dans l'albédo, c'est-à-dire la façon dont les rayons du soleil se réfléchissent sur la surface du sol, et de réduction de l'humidité des sols et donc de l'évapotranspiration, réduisant ainsi l'humidité locale de l'air et par là même la probabilité de produire localement des pluies. Actuellement, dans le monde entier, des régions proches des grands déserts et des semi-déserts connaissent à la fois une aridification et une densification des activités humaines, donnant lieu à une désertification particulièrement rapide. Nous y reviendrons dans la dernière partie de cette conférence. Les déserts n'ont pas toujours été tels que nous le connaissons aujourd'hui. Dans cette partie, donc, je vais remettre la situation actuelle dans un contexte beaucoup plus profond temporellement. Ils ont évolué donc au cours des temps d'une manière spectaculaire. Et je vais prendre pour l'illustrer l'exemple du Sahara. Il y a environ 440 à 450 millions d'années, alors je ne vais pas passer très longtemps sur ces périodes aussi anciennes, on va très vite passer à des périodes plus récentes, mais pour vous donner une idée, à cette époque, une glaciation a produit des glaciers terrestres qui ont marqué les roches du Sahara lors d'une période que l'on appelle l'Irnantien. On parle aussi parfois de glaciation de l'Andéen saharien, car le Sahara et les Andes sont les lieux dans lesquels les marques les plus nettes de ces glaciations ont été observées. Ces régions se trouvaient à l'époque non loin du pôle Sud, en raison de la dérive des continents, et on a donc des marques d'échelle micro-régionale jusqu'à l'échelle du bloc de ces glaciers, en particulier dans des roches de l'Irnantien, et puis plus généralement des roches un peu plus anciennes de l'Ordovicien. Mais c'est surtout pour la période du Quaternaire, c'est-à-dire les 2,58 derniers millions d'années écoulées, que nous connaissons bien l'évolution du Sahara. Durant l'ensemble de cette période, celui-ci s'est trouvé au même endroit qu'aujourd'hui, en termes de latitude, mais ses contours se sont déplacés en fonction des évolutions du climat et des niveaux marins. Avant de vous préciser cette évolution, je dois effectuer une petite digression, désolé, portant sur des notions de stratigraphie et de périodisation géologique, mais il me semble que c'est important. La définition d'ère, de période, d'époque et d'âge géologique fait l'objet de travaux de la Commission internationale de stratigraphie. Ces travaux font référence pour le découpage de l'histoire géologique de la Terre en proposant des coupures logiques, ou en tout cas conventionnelles, en fonction de changements de la faune, de la flore, du climat ou d'autres facteurs de ce type. Ces changements doivent avoir laissé une empreinte claire dans les roches pour qu'une limite entre deux périodes soit définie. Vous avez probablement entendu parler de l'Anthropocène, souvent qualifié, y compris dans le milieu de la recherche et de l'enseignement supérieur, de nouvel âge, voire de nouvelle ère géologique. Pourtant, le terme mis en avant en 2000 par Paul Crutzen, un chimiste de l'atmosphère, puis repris massivement par les médias et une partie des chercheurs, ne recouvre pas une ère, une période, une époque ou un âge géologique validé par la Commission internationale de stratigraphie, qui en a d'ailleurs définitivement rejeté l'emploi en mars 2024. L'Anthropocène n'a donc pas été inclus comme nouvelle période géologique. Dire qu'il s'agit d'une ère ou d'un âge géologique est donc erroné, mais cela ne veut pas dire que la notion ou le concept d'Anthropocène n'a pas de sens. Au contraire, il s'agit d'un cadre très utile d'analyse de l'impact des humains sur l'environnement à toutes les échelles. D'après le consensus actuel au sein de la Commission internationale de stratigraphie, la période actuelle est donc celle du Quaternaire, depuis 2,58 millions d'années, coupée en deux époques, le Pléistocène, entre 2,58 millions d'années et 11 700 ans avant nos jours, et l'Holocène, depuis 11 700 ans. L'Holocène est découpé depuis quelques années en trois âges, le Greenlandien ou Groenlandien entre 11 700 et 8200 ans avant nos jours, le Northgrippien ou Nordgrippien entre 8200 et 4200 ans, et le Mégalaïen depuis 4200 ans. Mais revenons-en au Sahara et à son évolution quaternaire. Avant le changement climatique actuel, fortement conditionné par les activités humaines, notre planète connaissait déjà des fluctuations climatiques liées à divers facteurs, cette fois-ci naturels.
Le Pléistocène a ainsi été marqué par l'alternance entre des périodes glaciaires et interglaciaires. Lors des périodes glaciaires, de grandes parties de l'Europe, de l'Asie et de l'Amérique du Nord correspondaient à des déserts ou à des semi-déserts polaires. Et en raison de l'impact du refroidissement dans les hautes latitudes sur la circulation atmosphérique générale et de la part importante par ailleurs d'eau piégée au sol sous forme solide, plutôt que sous forme gazeuse dans l'atmosphère, le Sahara a généralement été plus aride et plus étendu durant les périodes glaciaires, et moins aride et moins étendu durant les périodes interglaciaires plus chaudes. Des périodes plus humides, avec plus de cours d'eau permanents et de végétation au Sahara, ont ainsi pu exister. C'est ce que le géographe Pierre Rognon, grand spécialiste du Sahara, appelait le ballet des pluviaux et des arides. Lors du dernier maximum glaciaire, c'est-à-dire la dernière grande période froide, entre 26 000 et 19 000 ans avant nos jours à peu près, le Sahara ainsi que d'autres déserts étaient bien plus étendus et arides qu'il ne l'est aujourd'hui. C'est très important pour comprendre la désertification, puisque des sédiments désertiques apportés lors de ces périodes par le vent et accumulés se trouvent dans le sol et dans le sous-sol, y compris très proche de la surface, de très grandes étendues qui sont actuellement situées en marge du Sahara, à commencer par sa marge sud, le Sahel. Il s'agit donc d'un facteur essentiel pour comprendre l'une des difficultés de la lutte actuelle contre la désertification, puisque l'ensemble de cet espace ici, qui n'est en fait plus désertique aujourd'hui, a encore des sédiments désertiques prêts à être remobilisés si la végétation disparaît très rapidement. Mais nous y reviendrons un peu plus tard lorsque nous parlerons en dernière partie du Sahel. Après le dernier maximum glaciaire, les températures moyennes se sont réchauffées. Puis l'Holocène, qui correspond à une période dite interglaciaire, et donc de déserts plus contractés et moins arides, a débuté il y a environ 11 700 ans. Cependant, l'évolution climatique des déserts n'est pas linéaire dans le détail. C'est-à-dire qu'en plus de ces grandes pulsations entre plus ou moins arides en fonction de plus ou moins chaud ou froid et du cycle glaciaire-interglaciaire, on a également des cycles qui peuvent être plus courts, liés à des paramètres orbitaux tels que les paramètres de Milankovitch. Je ne vais pas entrer dans le détail peut-être, mais excentricité, obliquité et précession des équinoxes, ainsi qu'à des oscillations plus courtes, telles que l'alternance entre le phénomène El Niño et le phénomène La Niña dans l'océan Pacifique. Et l'ensemble de ces paramètres, associés à la tendance générale à un désert quand même un peu moins étendu à l'Holocène, a donné lieu tout de même à des pulsations différentes, moins sèches ou plus humides. La plus marquée d'entre elles est celle que l'on appelle généralement période humide africaine, parfois Sahara vert, parfois Sahara bleu. On pourrait débattre très longuement sur l'usage de ces termes. Pour ma part, je préfère parler de période humide africaine, car ce terme évite l'image trop grossière et fausse d'un désert uniformément végétalisé ou avec de l'eau presque partout. Il semblerait même plus juste, mais je dois l'admettre beaucoup moins élégant, de la désigner pour le Sahara comme la période saharienne un peu moins sèche. Le désert n'a pas disparu complètement et partout. Les savanes que les travaux scientifiques mentionnent parfois étaient en fait saisonnières, disparates d'une région à l'autre, et on a eu tendance parfois à prendre des zones extrêmes, beaucoup plus chargées en végétation, comme un modèle général du Sahara, là où en réalité la situation est restée, comme elle l'est aujourd'hui, beaucoup plus nuancée et contrastée d'une région à l'autre. Les pâturages et les points d'eau, cependant, étaient répartis beaucoup plus largement et couvraient tout de même de beaucoup plus vastes étendues qu'aujourd'hui. La période humide africaine s'est terminée progressivement et a des rythmes différents en fonction des régions. Et les contours doivent encore en être précisés, mais on estime qu'elle se termine suivant les régions entre il y a 7000 et il y a 5500 ans, et on avance parfois même des dates plus récentes, comme 4200 ans. Malgré la ridification climatique, les eaux du sous-sol, et en particulier des nappes fossiles réapprovisionnées en eau durant les périodes humides, ont contribué dans certaines régions à maintenir la présence d'eau, et donc la survie de certaines espèces végétales et animales, ou le maintien de certaines activités humaines. Les activités humaines, justement, semblent avoir eu en fait un impact majeur sur la transformation du désert durant la fin de la période humide africaine, bien que les recherches à ce sujet soient encore trop peu nombreuses. Récemment, à partir de 2017 surtout, des auteurs ont par exemple proposé ou démontré le rôle du pastoralisme dans la réduction des couverts végétaux dans des zones désertiques, où les troupeaux domestiques ont contribué à former les paysages sahariens actuels,
donc il y a plusieurs millénaires déjà, en détruisant la végétation et en accélérant l'érosion à échelle locale. La densité des chemins que vous pouvez voir sur le document du bas explique aisément comment les troupeaux ont pu accélérer cette désertification du Sahara, y compris à des époques très anciennes. Ceci dit, à l'inverse, le pastoralisme nomade, bien géré, peut également se révéler la forme d'exploitation la plus rationnelle et la plus durable applicable en zone désertique. Tout est de nouveau question de nuances et d'application. Un autre impact évident des activités humaines, c'est d'une part la formation et le maintien d'oasis, exploitant le plus souvent des eaux du sous-sol, qui ont parfois maintenu des couverts végétaux dans des régions qui devraient en être dénuées sans les activités humaines. Le développement de villages, voire de villes, en zone désertique, dès l'Antiquité au moins, qui a également eu un impact sur les régions qui les environnaient, en particulier en raison de la consommation de bois de chauffe, puis aujourd'hui par l'artificialisation des sols, qui induit des transformations des processus érosifs. Enfin, l'exploitation, même temporaire, de certaines ressources minérales par des groupes sédentaires a pu jouer un rôle. C'est par exemple le cas en Égypte, où dès les périodes pharaoniques, des expéditions pour récolter de l'or ou certaines pierres employées dans l'architecture ou la statuaire ont réduit, par besoin de bois de chauffe, et pour les travaux, l'ensemble des couverts végétaux est littéralement déboisé des zones désertiques. Dans ces régions, il apparaît que les pressions s'accumulent en fait sur la longue durée, rendant le désert de plus en plus désert depuis des millénaires dans les secteurs où se trouvent les ressources que l'on souhaite exploiter, tout en générant ces ressources des pics d'occupation réguliers et parfois, du coup, un retour très ponctuel de végétation entretenue par les mineurs quand ils sont présents. L'extractivisme qui s'applique actuellement dans plusieurs régions désertiques du monde est la forme la plus récente de ce dernier phénomène. Ce qui nous amène précisément à nos jours. Avant de vous présenter des exemples de désertification et de lutte contre celle-ci, je vais revenir sur la définition de cette notion et l'enrichir un peu par rapport à ma proposition de tout à l'heure. Comme je viens de vous le montrer, la désertification en fait a existé de très longue date et s'est appliquée et a été au moins partiellement liée aux activités humaines dès la préhistoire et les premiers temps de l'Antiquité. La désertification, pour rappel, est donc une dégradation des sols dans les milieux secs, qu'ils soient hyperarides, arides, semi-arides ou méditerranéens. Il s'agit d'un processus qui s'inscrit dans la longue durée de l'assèchement postérieur à la fin de la période humide africaine et qui correspond à la combinaison entre des facteurs naturels et des facteurs d'origine humaine. Le renforcement des dynamiques érosives désertiques se traduit par une perte ou une dégradation rapide des sols, s'accompagnant d'un appauvrissement quantitatif et qualitatif de la biomasse et de la biodiversité végétale. En plus de cette réduction drastique des couverts végétaux, qui produit également un impact direct sur les espèces animales présentes, elle peut donc conduire à une détérioration rapide des conditions de vie des populations humaines concernées et dont l'économie repose sur l'exploitation des régions nouvellement désertifiées. Comme l'a bien montré Laurent Gagnol, maître de conférence en géographie à l'Université d'Artois, le terme désertification a émergé tardivement, au XXe siècle, en contexte colonial, bien que l'idée même de la désertification soit plus ancienne. Ce terme est né dans le contexte d'exploration et d'études scientifiques de l'Asie centrale par des géographes russes, européens et américains, qui mènent à cette époque, au début du XXe siècle, à observer la désertification à l'œuvre et à théoriser des pulsations climatiques entraînant par rebond des phases d'extension ou au contraire de contraction des déserts. Au Sahel, c'est directement l'administration coloniale française des eaux et forêts, un corps d'ingénieurs qui se penche sur les différents processus de dégradation des sols et des couverts végétaux et développe la notion de désertification. Il y a débat à l'époque entre l'idée que la désertification est liée à des causes naturelles, en particulier climatiques, et celle faisant des activités humaines le moteur de la désertification. Cette dernière l'a emporté. Et en particulier donc l'idée que l'agriculture sur brûlis et le pastoralisme, nomade ou non, étaient parmi les principales causes de la désertification. Cette dernière hypothèse, comme l'indique toujours Laurent Gagnol, a servi dans les premières décennies du XXe siècle d'argument pour déposséder les populations locales de certaines de leurs terres et les contraindre à des changements de pratiques et de mode de vie. Mais la désertification est surtout de retour au cœur des préoccupations de la communauté internationale depuis les années 1970 et 1980, en raison de la conjonction entre les grandes sécheresses successives au Sahel, qui ont contribué à une forte accélération de la désertification de la région et engendré de terribles famines, et à l'assèchement de la mer d'Aral en raison du détournement des eaux des cours qui l'alimentaient, afin d'intensifier la culture du coton en Asie centrale. Les travaux scientifiques portant sur la question se sont donc multipliés, et en parallèle, les politiques internationales se sont saisies de la question.
Ainsi, en 1992, une conférence de l'ONU à Rio de Janeiro, conférence que l'on connaît généralement pour les recommandations liées à la préservation de la biodiversité d'un côté et à la lutte contre le changement climatique d'origine humaine de l'autre, a aussi adopté une convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par la sécheresse et ou la désertification, en particulier en Afrique. C'est l'ensemble du nom de la convention cadre. Cette convention cadre a réintégré les pratiques et les populations locales et pris en compte de manière plus claire les enjeux économiques et sociaux. Au-delà, elle a proposé une définition de la désertification comme la dégradation des terres dans les zones arides, semi-arides et subhumides sèches par suite de divers facteurs, parmi lesquels les variations climatiques et les activités humaines. On en arrive donc à la définition qu'on emploie encore aujourd'hui finalement, et dans la plupart des recherches et dans les politiques internationales. Cette convention cadre déborde aujourd'hui largement de l'Afrique, puisque les zones sèches concernées, que vous avez sur cette carte, correspondent à plus de 40% des terres émergées et à plus d'un tiers de la population mondiale. Tous les continents, sauf l'Antarctique, sont concernés, et la désertification ne menace pas seulement les zones qui se trouvent en contact direct avec le désert, mais bien l'ensemble des zones sèches, y compris quand aucun désert ne s'y trouve. L'idée d'une avancée des dunes et du désert, si elle est vraie par endroits, ne correspond donc pas à l'ensemble des situations, bien au contraire. De nouveaux déserts peuvent même apparaître là où il n'y en avait pas du tout. De plus, certaines conséquences de la désertification d'une région peuvent se faire sentir à forte distance, en particulier dans le cas des tempêtes de poussière dont vous verrez un exemple tout à l'heure. Évidemment, le changement climatique actuel, largement d'origine humaine, contribue à étendre les zones à risque de désertification en raison de l'augmentation des températures qui participe à accentuer l'aridité en accroissant l'évaporation. Si le changement climatique s'accompagne par endroits d'une augmentation des pluies, vous verrez que celle-ci ne constitue pas vraiment un frein à la désertification, en tout cas pour l'heure. A l'inverse, l'augmentation des températures moyennes et la multiplication des sécheresses estivales dans d'autres régions contribuent fortement à la désertification. C'est d'autant plus vrai dans l'ensemble des secteurs dans lesquels les sols sont constitués de sédiments fins que le vent peut emporter. C'est le cas, vous le verrez, dans beaucoup d'endroits, y compris le bassin parisien. Mais passons à présent à une série d'études de cas à partir de différentes régions du monde, afin d'illustrer tout cela et de vous permettre de voir à quel point la désertification prend des formes multiples, et d'explorer également les différentes techniques de lutte actuellement déployées contre la désertification. Pour chacune de ces régions, je ne vais malheureusement pas pouvoir être exhaustif, ni sur les enjeux et les formes, ni sur les méthodes de lutte, et je ne vais mettre en avant que quelques éléments particulièrement saillants ou originaux pour chacun des espaces choisis, mais qu'on ne peut pas généraliser. Rappelons-nous de la situation de Théodore Monod abordée en début de conférence. Vous l'avez compris, la désertification est un processus complexe qui dépend de nombreux facteurs différents d'une région à l'autre. Mais commençons donc par le Sahel, qui est probablement l'une des premières régions que vous avez eues à l'esprit en pensant à la désertification. Le nom du Sahel fait référence à un rivage. Il s'agit d'une bande s'étendant au travers de l'Afrique, de l'Atlantique à la mer Rouge, et qui constitue une transition entre les environnements sahariens au nord et soudaniens au sud. Le climat y est généralement semi-aride chaud, à saison sèche hivernale, et les précipitations donc se concentrent principalement en été. La désertification, qui résulte ici largement de la présence de populations importantes dans des milieux très secs, s'est intensifiée dans les années 1970 et 1980 durant des sécheresses. Ces dernières ont conduit à un renforcement marqué de la concentration des populations, des troupeaux et des terrains et de la mise en culture de certains terrains dans des régions encore plus réduites, menant à une surexploitation de la végétation et des sols. À ce moment-là, une partie des puits creusés dans le cadre d'opérations humanitaires nécessaires à la survie immédiate des populations ont pu ensuite localement aggraver la situation en fixant des populations trop nombreuses sur des terrains déjà intensément exploités. La situation est d'autant plus difficile que, contrairement à ce que l'on aurait tendance à penser, la désertification donc ne se produit pas seulement du nord au sud, depuis le Sahara, mais aussi dans différentes régions en raison des phases arides plus anciennes. Souvenez-vous de la carte du dernier maximum glaciaire. Les dépôts sableux, qui correspondent à l'extension plus grande du Sahara lors de cette période, sont très facilement remobilisables par le vent lorsque le couvert végétal devient trop diffus pour en limiter la vitesse. Le désert ne vient donc pas seulement du nord, il ne vient pas seulement d'ailleurs, mais il vient aussi du sous-sol, ici même. Et l'ensemble du Sahel est concerné par cette situation.
Pour cette raison, les grands projets dont vous avez peut-être entendu parler, tels que la Grande Muraille Verte africaine, ne peuvent constituer une méthode efficace de lutte, de prévention et de réduction de la désertification qu'à condition de ne pas être pensée comme une barrière linéaire, mais pensée en profondeur sur toute la surface du Sahel. C'est de plus en plus le cas depuis quelques années, en incluant, ce qui est très bon pour la réussite des initiatives, les populations locales, mais le projet est en fait très en retard aujourd'hui sur les objectifs initialement annoncés par l'Union africaine. Par ailleurs, il nécessitera pour produire des effets positifs durables des efforts durant des décennies, voire des siècles, le temps que les sols se reforment convenablement. À l'opposé de ces projets titanesques, des initiatives beaucoup plus modestes, en particulier des changements dans les pratiques agricoles, par exemple ne pas couper les tiges de céréales au moment de la récolte ou implanter des haies afin de préserver les terres arables de l'érosion, ont produit des effets très positifs. Enfin, pour le Sahel, l'augmentation des précipitations annuelles moyennes depuis la fin des années 1980 peut sembler porteuse d'espoir pour cette grande région. Le problème, c'est que ces pluies plus nombreuses et plus fortes contribuent parfois, au contraire, à la dégradation des sols en générant de fortes crues. On peut cependant espérer des améliorations des conditions dans la région et peut-être un reverdissement au moins partiel, bien que l'instabilité politique de certains États constitue un handicap majeur pour tirer pleinement profit de cette légère amélioration climatique. Au contraire du Sahel, les marges nord du Sahara, en particulier au Maghreb, sont touchées ces dernières années par des sécheresses de plus en plus longues et intenses. Ce n'est pas nouveau, et l'Algérie, dès la fin des années 1960, avait mis en place un projet de barrage vert par la plantation d'arbres le long d'un axe est-ouest dans la steppe située au nord du Sahara. Il visait entre autres à limiter l'avancée vers le nord du désert, partant du présupposé erroné suivant lequel les étendues sableuses qui se développaient dans les hautes plaines algériennes provenaient du Sahara, alors qu'en fait les vents principaux vont vers le sud et pas vers le nord. Et du coup, la désertification était ici plutôt le fait de l'érosion locale des sols en raison à la fois des conditions climatiques et de la surexploitation, en particulier pastorale, de la steppe. Le projet a donc échoué dès les années 1970 et 80 en raison de cette erreur initiale et de mauvais choix d'espèces d'arbres et du choix d'une monoculture qui a rendu le grand barrage vert extrêmement sensible aux parasites, entre autres. Cet échec a en revanche joué un grand rôle dans certains choix judicieux appliqués dans la mise en œuvre plus adaptée de la Grande Muraille Verte d'Afrique, ainsi que dans la relance du projet de barrage vert déployé par l'Algérie depuis les années 2010. Il est encore trop tôt pour juger des résultats, mais la méthode, sur le papier, a plus de chances de fonctionner. Au Maroc et en Tunisie, pays particulièrement concernés par la désertification, l'un des leviers principaux de la lutte contre la désertification a porté en fait sur la protection, la plantation et l'entretien de certaines espèces d'arbres. Par exemple, l'arganier et l'olivier, accompagnés d'une valorisation économique, voire patrimoniale et touristique accrue des produits de ces espèces. Il s'agit là d'un frein qui apparaît efficace en ce qu'il fournit des débouchés économiques immédiats à la population locale et facilite donc son adhésion au changement des pratiques que cela implique et facilite finalement, limite les résistances à tout changement qu'on pourrait demander dans l'immédiat aux pratiques et à toute perte économique réelle ou supposée. Couplé avec une meilleure gestion des sols, ces leviers donnent donc localement de bons résultats, malgré un contexte climatique actuellement très défavorable. Enfin, petit cas particulier, l'Égypte, où la situation est un peu différente, car l'extension des terrains irrigués dans le cadre du projet New Delta, donc de nouveaux deltas, sur les marges du delta du Nil, semble, même si la série de données est encore trop courte, cela fait seulement quelques années qu'on le suit, semble avoir entraîné une recrudescence des pluies sur le delta. Car en fait, l'eau qui s'évapore dans ces régions autrefois désertiques, sur les champs actuels, forme parfois des nuages porteurs de pluie et que cette pluie retombe directement sur le delta. En revanche, cette conquête agricole du désert égyptien est très artificielle et toute réduction des efforts de mise en culture ou des ressources en eau disponibles provoquerait une dégradation extrêmement rapide des terres nouvellement gagnées. Passons à présent à l'Asie centrale, dont vous avez probablement déjà entendu parler, et au cas de la mer d'Aral, que j'ai mentionné un peu plus tôt. La mer d'Aral a connu depuis les années 1960 une réduction, un assèchement rapide. On voit en jaune, oui c'est bon, on le voit bien, les limites approximatives du lac en 1960, puis 2000-2018. En 2014, il y a même eu une période encore pire parce qu'il y a eu une très grosse sécheresse estivale
et la partie est de la mer d'Aral avait complètement disparu. Bref, l'assèchement et la réduction de la mer d'Aral sont dus au détournement donc, des principaux cours d'eau qui s'y jetaient, afin de développer d'abord, dès 2018, la culture du riz et du coton dans la région, qui avait été décidée par l'URSS. Puis, dans les années 60, l'URSS toujours a voulu intensifier la culture du coton et donc a accru les prélèvements d'eau sur les fleuves Amou Daria et Sir-Daria, entraînant la situation actuelle. La mer d'Aral, qui a perdu environ 75% de sa surface et 90% de son volume depuis les années 60, s'est également très fortement salinisée. Cet assèchement a des conséquences sur le climat local, qui s'est réchauffé et aridifié. Et de plus, les fonds du lac asséchés avaient accumulé durant le XXe siècle pesticides et métaux lourds que le vent emporte aujourd'hui avec les sédiments fins et redépose plus loin sur les villages, sur les champs et dans les poumons des populations locales. Enfin, la mer d'Aral était une source importante de poissons et la pêche y est aujourd'hui beaucoup plus réduite. Malgré quelques progrès depuis les années 2000, en dehors de l'année 2014 qui était donc catastrophique, progrès dus à des efforts internationaux et à des initiatives des principaux États concernés, le Kazakhstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan, il apparaît peu probable que la situation se résolve de manière positive, car les productions de coton, impossible sans détourner les fleuves, revêtent toujours une importance majeure pour l'Ouzbékistan et le Turkménistan, en particulier pour la subsistance de certaines communautés rurales et pour la balance commerciale de ces pays. Passons désormais à l'Asie orientale, avec l'exemple principalement de la Chine. Le nord de la Chine, en fait, a connu une désertification galopante depuis la fin des années 1950. Celle-ci résulte en partie du réchauffement climatique d'origine humaine, mais surtout de la déforestation très rapide et de l'intensification de l'agriculture à la fin des années 50 et dans le début des années 60, qui est passée en grande partie par une mécanisation de l'agriculture. Plusieurs déserts, d'immenses déserts, dont le Taklamakan et le Gobi, occupaient déjà une partie de l'espace, mais la dégradation des couverts forestiers a renforcé l'action du vent et des crues dans tout le tiers nord de la Chine. Les sols se sont donc dégradés, ce qui a mené à la perte de centaines de milliers de kilomètres carrés de terres cultivables et de prairies. On est à environ 3600 km² par an dans les années 2010, et a donné lieu aux spectaculaires tempêtes de poussière qui ont touché les villes de la côte, de la Corée et du Japon. Les poussières ainsi soulevées contribuent aussi à provoquer des pluies violentes et des crues. En réaction à ce phénomène plus que préoccupant, le gouvernement chinois a lancé, comme les États du Sahel, un projet de grande muraille verte, passant entre autres par la plantation d'arbres. Des efforts colossaux ont été déployés et les forêts sont passées de 12% du territoire chinois au début des années 2000 à 22% en 2014. Et cette proportion n'a pas cessé d'augmenter depuis. Ces efforts semblent pour l'instant couronnés de succès et la mise en place de la muraille verte, qui, au-delà d'un coup d'arrêt à la désertification, vise aussi à reverdir et reboiser des étendues depuis longtemps désertiques, devrait se prolonger jusqu'au-delà de 2050. Certains experts craignent en revanche un impact négatif sur les réserves en eau du sous-sol. Pour l'heure, le projet semble fonctionner relativement bien, mais comme dans le cas de la grande muraille verte africaine, si on arrête les efforts, la désertification reprendra très vite, très très vite. Passons à présent au continent américain. D'abord, l'Amérique du Nord. Il est difficile de parler de désertification en Amérique du Nord sans mentionner le Dust Bowl, une série de tempêtes de poussière dans les années 1930 qui touchèrent surtout le Texas, l'Oklahoma, le Colorado, le Nouveau-Mexique et le Kansas. Ces tempêtes tiraient leurs origines de la mécanisation et de l'extension de l'agriculture dans les grandes plaines. Les sols mis à nu par les labours dans cette zone semi-aride, alors même qu'une sécheresse pluriannuelle exceptionnelle s'installait, ont été très rapidement arrachés par le vent, formant d'impressionnantes et mortelles tempêtes de poussière. Les terres arables ont ainsi disparu des zones sources, alors que les zones sur lesquelles se déposaient les poussières ont vu leur végétation et certains de leurs habitants se faire étouffer par les dépôts. Le problème a été résolu dans un contexte où la sécheresse se réduisait, donc un contexte favorable finalement, climatiquement parlant, par une transformation des pratiques agricoles afin de limiter l'érosion des sols, en particulier par une modification, voire un abandon du labour, et par une réduction des cheptels de bétail. Mais le Dust Bowl est loin d'être l'unique exemple de désertification aux États-Unis, et plus récemment, par exemple, la Californie a été profondément menacée en raison à la fois du changement climatique et de la surexploitation de l'eau. Et ces éléments ont contribué en fait aux incendies spectaculaires et à la dégradation des sols qui s'accompagnent, qui ont eu lieu durant les étés de ces dernières années.
Ces incendies, en plus, réduisant les couverts végétaux, renforcent encore l'érosion et la désertification et s'opposent donc à la réinstallation de la végétation. L'Amérique du Sud, et je vais passer très vite, n'est pas épargnée non plus par la désertification. Et le Brésil, par exemple, on imagine tout de suite le Brésil, l'Amazonie, tout va bien, est particulièrement touché en raison surtout de la déforestation et des pratiques agricoles, bien que le changement climatique actuel soit également un facteur. Du côté de l'Australie, on va retrouver des choses proches de la Californie. Les sécheresses durent plus longtemps. Le pays s'aridifie nettement, pour le coup, en raison du changement climatique actuel. Et à ceci s'additionne, dans certains secteurs, un surpâturage chronique et déjà ancien par le bétail. Ici, comme en Californie, donc, les incendies estivaux contribuent fortement à la désertification. Enfin, je souhaite finir ce tour du monde en vous parlant de l'Europe. En plus de quelques déserts qui existent déjà, surtout dans la péninsule ibérique, par exemple le désert de Bardenas Reales, formé par le déboisement et le pâturage de la région entre le XIe et le XIXe siècle, le sud du continent est en effet menacé par le processus de désertification. En effet, l'ensemble des zones de climat méditerranéen présentent en réalité des conditions climatiques susceptibles d'entraîner, en cas de mauvaises pratiques agricoles, d'une expansion trop forte des surfaces bâties et ou d'une trop grande artificialisation des terres en général, une désertification rapide. Par ailleurs, dans le contexte actuel de réchauffement rapide et de sécheresse de plus en plus fréquente, certains espaces français pourraient devenir très sensibles à la désertification. C'est en particulier le cas du bassin parisien, de la Champagne ou de l'Alsace par exemple, où l'agriculture peut être par endroits fortement mécanisée, où les obstacles manquent pour freiner le vent et où une large proportion de sol est formée de sédiments très fins, dont l'érosion par l'eau et le vent peuvent être très rapides. Vous l'avez donc compris, la désertification n'est pas un processus lointain que l'on peut ignorer. Très forte à proximité des déserts, elle peut aussi se développer loin de ceux-ci, partout où le climat est suffisamment sec et où l'occupation des sols et les activités humaines contribuent à dégrader les couverts végétaux ou à perturber la structure des sols. Une fois engagée, la désertification est un processus difficile à enrayer et peu réversible. La lutte est très coûteuse et exigeante. Il s'agit pourtant d'un enjeu majeur, car la désertification produit des effets néfastes pour l'économie, pour l'écologie et pour les sociétés en général. Cette désertification actuelle s'inscrit à la fois dans une tendance climatique naturelle de long terme, allant vers une réextension de certains déserts, et dans les conséquences du changement climatique récent beaucoup plus rapide dû aux activités humaines, auxquelles il faut ajouter un impact direct de ces activités humaines dans les zones qui sont en cours d'aridification. Une prise de conscience globale, donc, amorcée en 1992 lors de la conférence de Rio de Janeiro, mais encore très incomplète, est donc nécessaire afin de favoriser la prévention et d'éviter le pire. Si vous souhaitez en savoir plus sur les déserts et découvrir en particulier les formidables capacités de la flore, de la faune et des populations humaines des régions désertiques, je ne peux que vous encourager, si vous ne l'avez pas encore fait, à visiter l'exposition Désert, accessible jusqu'au 30 novembre à la Grande Galerie de l'Évolution, et à consulter le catalogue de l'exposition qui vous permettra d'aller plus loin sur certains processus et qui vous permettra d'avoir des idées précises sur donc, la faune, la flore et les activités humaines. Et enfin, je vous invite à profiter de la très riche programmation proposée par le Muséum autour de la thématique de l'exposition Désert. J'espère que cette conférence vous aura permis de mieux appréhender le processus multiforme qu'est la désertification et je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, c'est possible. Il y a un micro qui peut circuler jusqu'à vous. Merci. Je crois qu'il y a coïncidence, le reportage, enfin le documentaire plutôt, Sahara Vert, qui est diffusé ce soir, sauf erreur. Donc en sortant de la salle, il faut vite courir chez soi devant sa télévision pour... 21h05, je crois. Il me semblait. Et une question toute simple, comment interprètes-tu le paysage qui est sur l'image derrière nous ? Alors, qui est reprise notamment sur Internet, enfin qu'on voit souvent. Alors celle-ci, justement, je ne l'ai pas choisie. Elle m'a été fournie avec le modèle de présentation, donc c'est amusant qu'il y ait la question. Alors il y a tout un
Tout un ensemble à interpréter, effectivement. Alors, on va partir, plutôt que de partir du premier plan, on va partir du fond. Comme ça, je vais gagner du temps en parlant du ciel. On voit une première chose très intéressante, c'est qu'il n'y a pas un nuage dans ce ciel. C'est là l'origine climatique de la présence des déserts. Ensuite, on voit une dune, alors qui peut sembler être en train de venir gagner du terrain sur une zone asséchée, qui serait le résultat d'une désertification de long terme. En réalité, ce qui est très amusant avec cette image, c'est que si l'arbre mort indique qu'effectivement on est dans une zone où il y a assèchement, désertification par destruction de la végétation, le reste, la dune, ce bassin asséché, c'est la norme dans pas mal de zones désertiques, hyper arides à arides. Et en réalité, ce qui est très intéressant, c'est qu'ici, la dune qui est, et d'ailleurs c'est aussi le cas dans le titre, la dune c'est l'élément frappant, c'est la menace. La dune, c'est aussi probablement ici l'un des éléments qui permet la formation du bassin parfois occupé par l'eau que l'on voit au premier plan. Et peut-être que sans la dune, l'eau ne pourrait pas être stockée ici. Il faudrait avoir l'ensemble pour voir ça, pour en être certain. Mais en tout cas, donc, une dune, ça c'est le transport de sable par le vent. Il y a trop de sable pour ce que le vent peut exporter, donc on accumule une dune. Ces dunes-là, on voit bien que ce ne sont pas des barcanes, donc pas des dunes en croissant mobiles, donc ce sont des dunes stables qui restent positionnées au même endroit dans le temps, qui peuvent grandir ou rétrécir, dont la crête va évoluer, mais dont la position générale reste stable à l'échelle de l'Holocène, en général. Ce qu'on voit devant, c'est donc le fond d'une dépression formée en partie par la dune, là, qui reçoit parfois de l'eau, donc concentre des sédiments de toute taille, y compris des sédiments très fins, argileux, et qui, au moment de l'assèchement, comme il y a d'abord stagnation de l'eau, les sédiments se déposent, les plus grossiers d'abord, les plus fins ensuite, forment une croûte d'argile en surface qui se dessèche, formant ce que l'on appelle des polygones de dessiccation, qui sont ces formes. Mais en fait, en soi, là, ici, si je vois cette photo-là, je ne peux pas vous dire ça s'aridifie, ça se désertifie, ni c'est normal. Parce qu'on ne peut pas le savoir avec le contexte qu'on a là, parce que c'est aussi une situation normale d'avoir, en zone désertique, des étendues d'eau temporaires uniquement. Et assez souvent, effectivement, c'est le cas par exemple dans la péninsule arabique, la plupart de ces lacs sont délimités, c'est aussi le cas dans l'ouest de l'Égypte, la plupart de ces lacs finissent par être délimités en réalité par la présence des dunes, qui contribuent à la formation des lacs. C'est un peu contre-intuitif. Merci pour cette question un peu complexe, mais... Moi, je vais avoir, on va dire, deux questions, mais elles sont vraiment liées. Déjà, la première, c'est une question très technique. En fait, quand on parle d'aridité, c'est les différents niveaux d'aridité, c'est en fonction de quoi exactement? C'est en fonction de la hauteur des précipitations qu'il y a à l'année? Alors, pour l'aridité, souvent, on prend le raccourci de prendre juste les précipitations, mais pour être parfaitement rigoureux, en fait, il faut prendre le rapport entre les précipitations et la température. Voir quand on a les données, ce qui est le plus fin, c'est d'utiliser un rapport entre la température et l'évaporation. Dans la plupart des cas, on ne l'a pas, donc on utilise un rapport entre les températures, entre des moyennes de température sur des longues séries et les précipitations sur des longues séries. C'est comme ça qu'on calcule, entre autres, l'indice xérothermique de Banyuls-Ségossin, où on calcule un nombre de jours secs par an. Et en fonction du nombre de jours secs, on est hyper aride, aride, semi-aride. Mais il y a d'autres manières de le calculer. Le plus rigoureux, ce serait vraiment simplement de dire précipitation contre ensemble évaporation plus évapotranspiration. Mais le problème, c'est que c'est très compliqué d'avoir l'ensemble de ces données. Okay. Et en fait, au tout début, vous avez parlé, donc, dans la définition de ce qu'était un désert, donc il y a très peu d'eau, presque jamais. Non, qu'elle est presque jamais absente. Du coup, dans le presque, vous avez des exemples où elle est vraiment pas du tout présente. Où elle est vraiment pas du tout présente. En général, ça peut être le cas sur certains secteurs. Enfin, pas du tout. Pas sur le temps de l'Holocène. Il a plu partout pendant les 11 700 dernières années, c'est sûr. Par contre, des secteurs qui ne connaissent aucune pluie
et qui n'ont plus d'eau du sous-sol accessible. Il en existe, j'ai en tête certains espaces du côté du sud libyen et du sud-ouest égyptien, où là, on est quand même sur des secteurs où on est sur des moins de 2 mm de précipitations annuelles moyennes. Et pour le cas de la dépression de Rarga, que je connais bien pour y avoir fait ma thèse, les données que j'avais trouvées sur l'évaporation, c'est 6000 mm en moyenne annuelle d'évaporation, sans compter l'évapotranspiration. Donc si vous creusez une piscine de 6 mètres, que vous la remplissez d'eau, à la fin de l'année, elle est vide. Et dans cette piscine de 6 mètres, vous mettez 2 mm d'eau. Donc en moins d'une journée, vous avez évacué votre piscine. Donc ce secteur-là, sans les eaux du sous-sol, donc sur les zones qui sont trop en altitude, c'est le cas de tout un grand plateau calcaire, les zones qui sont trop en altitude pour accéder aux eaux du sous-sol sont parfaitement sèches. Et je crois que c'est le seul secteur pour l'instant dans ma vie où j'ai pu parcourir plus de 15 km sans voir une seule plante. Ce qui n'empêche pas de la vie microbienne probablement quelque part, et du passage d'oiseaux migrateurs. Merci. Merci. Tout d'abord, merci pour la présentation. Ensuite, j'avais une question, c'était concernant le désert en Chine et le reboisement qui a lieu depuis les années 2000. Vous dites que si les efforts sont interrompus maintenant, tout s'effondrera. Pourquoi ? Alors en fait, parce que ce genre de système nécessite le temps de former des sols propices au maintien d'une humidité suffisante sans qu'on ait besoin d'arroser tout le temps. Ça nécessite des décennies ou des siècles. En réalité, un sol, au sens pédologique et agronomique du terme, ça peut prendre des millénaires à se former correctement. Et là, dans les secteurs, il y a des secteurs côté Gobi, mais il y a aussi des secteurs côté Taklamakan. Ils plantent directement sur le sable, avec des gouttes à gouttes au pied des arbres. Et ça, si on arrête le goutte à goutte, le sol, même si on avait des pluies régulières, est tel que l'infiltration va être beaucoup trop rapide et que les arbres, avant d'être vraiment installés et d'être capables d'aller chercher de l'eau très loin dans le sol, ne vont pas pouvoir survivre. Parce qu'en fait, un sol, c'est quoi ? C'est des nutriments pour la végétation, mais c'est aussi une réserve d'humidité, une possibilité de garder l'humidité sur place. Si vous mettez de l'eau dans une éponge, elle reste dans l'éponge. Si vous mettez de l'eau dans un tube, elle descend. Le sable, c'est un tube. En gros. Le sol, c'est une éponge. Juste pour terminer là-dessus, donc leurs efforts sont vains, c'est ça ? Alors, ils ne sont pas vains. Il faut qu'ils se prolongent longtemps. Très longtemps. Et surtout que les populations... le plus gros risque, à mon avis, c'est que ça vient d'en haut, en fait. Et pour le moment, dans toutes les techniques de lutte contre la désertification, ce qu'on constate, c'est que ça vienne d'en haut, c'est pas grave, mais il faut que les populations locales s'en saisissent, voient l'intérêt, participent, contribuent. Et là, c'est un peu parachuté. Il y a des gens qui sont payés à planter des arbres. Si on arrête de les payer à planter des arbres, demain, ils arrêtent de s'occuper des arbres. Et tant qu'il n'y a pas une prise de conscience ou un attachement direct des populations locales à la lutte contre la désertification, ça ne peut pas fonctionner effectivement. Donc il faut que ça dure. Soit que ça dure suffisamment longtemps, tel qu'aujourd'hui, pour que les sols se forment et que ça puisse se maintenir, soit qu'il y ait à un moment un attachement à ces forêts nouvellement créées qui fasse que les populations locales, parce qu'elles y développent une économie, parce qu'elles y développent un attachement affectif, se chargent du relais finalement de ce que le gouvernement ne ferait plus s'il arrêtait. Merci beaucoup.